Bon, eh bien on va démarrer. Bonjour. Donc, nous sommes l'équipe du CITFA, le Centre intersectoriel de thérapie familiale de l'Aude, dont d'ailleurs Christian Escafre hier a dit que c'était l'une des rares structures de thérapie familiale systémique existant dans la région, donc rattachée à une institution psychiatrique. Donc nous allons vous présenter rapidement le CITFA et notamment en insistant sur la cothérapie qui est une des caractéristiques de l'équipe et que développeront les thérapeutes qui sont présents ici, sachant que d'autres thérapeutes sont dans la salle. Donc moi je suis Michèle Barré-Guérin, je suis la psychiatre référente du CITFA et je vais vous parler rapidement de l'historique du CITFA. Donc hop, il faut que je trouve la bonne flèche. À l'origine de toute création, il y a du désir et de la parole. C'est le cas du CITFA qui, dans les années 90, donc il y avait un groupe de thérapeutes formés à l'approche systémique qui ont longuement parlé, discuté, échangé pour imaginer un lieu de thérapie, mais aussi un lieu de formation pour participer à la diffusion de cette approche et aussi un lieu d'échange avec d'autres partenaires du champ médical, social ou médico-social. L'originalité de ce projet et l'une des difficultés réside dans l'articulation avec et dans notre institution. En effet, nous sommes à l'ASM, Association médicale sociale, Association sociale et médicale, actuellement donc USAP, qui est une union d'associations. Donc nous sommes à l'ASM, une institution de soins psychiatriques, héritière de l'hôpital psychiatrique fondé au XIXe siècle à Limoux par les religieuses de Saint-Joseph de Cluny. Donc dès le départ, s'est posé la question d'être dedans, dehors. De plus, les soignants réfléchissant à ce projet travaillaient dans des équipes différentes et avec des responsables se situant dans un large éventail vis-à-vis de l'approche systémique allant de l'indifférence à la méfiance, pour ne pas dire le rejet, ou passant par l'adhésion pour ce qui me concernait. En effet, je me suis embarquée dans ce projet un peu fou, basé sur le désir de quelques soignants, cooptés par leur envie de faire émerger de la base un dispositif de soins intersectoriel s'adressant aux familles bien au-delà de la problématique psychiatrique. Plusieurs années se sont écoulées dans un pas de deux avec la direction, malgré le soutien oral du directeur, le corps médical et les divers blocages institutionnels. Bien sûr, comme dans toute histoire de désir, chacun avait aussi ses motivations plus personnelles. Mais du groupe de départ, sauf une personne, nous étions tous là, le jour de l'ouverture officielle du CITFA, en 2000, dans des locaux indépendants à Carcassonne, pour être géographiquement accessible de tout le département de l'Aude, avec une équipe basée sur la cooptation, où chacun intervenait comme psychothérapeute sans différence statutaire, médecin, infirmier, psychologue, avec une supervision externe, bienheureuse condition posée par la commission médicale d'établissement, et avec un jour de détachement par semaine. Ceci dans le cadre d'une création à moyens constants. Et c'est là que le bas blesse, 18 ans après. Car à ce jour, la question du détachement des thérapeutes, reste soumise à l'accord de la hiérarchie de chacun, donc vous voyez la difficulté. Depuis 2000, nous avons intégré des thérapeutes extérieurs à l'ASM, venus faire leur stage de formation au CITFA, et avec qui le désir de travailler ensemble s'est manifesté dans les deux sens. Des membres fondateurs sont partis, des nouveaux, pas assez, sont arrivés. Des centaines de couples et de familles ont été reçus. Des partenariats plus ou moins éphémères avec CMS, Aide à l'enfance, PJJ, généralistes, etc. se sont créés. Nous avons organisé 8 colloques avec des intervenants d'envergure nationale et internationale, par exemple Serge Effès, Jean-Paul Gaillard ou Catherine Ducommonagi, que nous avons eu le plaisir donc de réécouter depuis 2 jours. À ce jour, dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu et de priorités définies par l'ARS, nous sommes en réflexion sur le devenir du CITFA, car nous souhaitons continuer à œuvrer pour le maintien de ce lieu de soins, riche de chaleur humaine,
de réflexion, particulièrement favorisée par la cothérapie, et d'ouverture. Donc, nous prévoyons de nouvelles discussions et des adaptations, comme dans tout système vivant, lui-même pris dans plusieurs systèmes le dépassant. Je vais maintenant laisser la parole à Chantal. Voilà, donc nous intervenons un peu à la demande de notre superviseur, Thierry Darnaud, qui a souhaité que nous puissions parler un peu modestement de notre pratique de la thérapie familiale dans l'Aude. Voilà, on a choisi de parler de notre pratique de la cothérapie parce qu'elle est vraiment au cœur de notre pratique de la thérapie familiale au CITFA. Alors, à la création du CITFA, donc en 2000, comme le disait Mme Barret, la cothérapie s'est imposée comme une évidence. Elle était pour nous une innovation amenée par la thérapie familiale et elle venait complètement révolutionner nos pratiques et nos façons de travailler, nous amenant à sortir tous de notre zone de confort habituelle. On travaille beaucoup en individuel, en acceptant de travailler sur le regard de l'autre, en acceptant aussi de questionner notre vision d'une situation et notre vision du monde. Donc nous avions, comme le disait Mme Barret, des formations de base différentes, psychologue, infirmier psy, puis CESF, éducateur. Le micro, les gens n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Mais nous, notre désir était de sortir d'une hiérarchie un peu institutionnelle, avec des clivages corporatistes, les psychos, les infirmiers, les médecins, et notre idéal, c'était vraiment de travailler avec la même approche sur un pied d'égalité. Donc on avait installé une classe centaine dans nos premiers locaux. On avait aussi un système de caméra, mais très vite, on s'est engagé dans une cothérapie en binôme, en séance, sur le type plutôt d'une cothérapie égalitaire, je dirais, où aucun rôle spécifique n'est attribué à l'avance. Voilà, la cothérapie était aussi bien sûr le filet de sécurité dont nous avions besoin pour permettre aux débutants de la thérapie familiale que nous étions de se mettre au travail et d'oser. Voilà, donc cela crée bien sûr un contexte plus sécurisant, plus contenant pour accueillir les émotions des thérapeutes dans une pratique qui était totalement nouvelle pour nous. Et bien sûr, elle favorisait les échanges des vécus subjectifs, nous permettant de nous interroger sur nos représentations, nos croyances, et voilà, tout le vécu pendant la thérapie. Alors au départ, bien sûr, ce n'est pas toujours été évident. Donc, bon, nous avons tous été la plupart formés par l'IFT, donc l'Institut de la Famille de Toulouse. Bon, on a baigné un peu dans une culture elkaïmienne, bon, on tentait bien sûr de faire le deuil de la vérité, mais peut avoir une vision plus constructiviste. Mais quand on débute dans ce type de pratique, on a des vieux réflexes, évidemment, d'avoir raison, que de croire que ce qu'on voit, ça existe. Donc il a fallu bien sûr du temps pour construire des affiliations entre nous, voilà, d'autant plus qu'on a fait le choix de travailler en couple, ne pas travailler en couple thérapeutique fixe, mais que chaque membre de l'équipe puisse travailler avec tous les autres membres de l'équipe. Donc de faire des couples très variés, donc hommes-femmes, puisqu'au départ on avait la chance d'être à peu près au même nombre d'hommes et de femmes, mais voilà, de travailler tous les uns avec les autres. Donc chaque fois ça a été un travail de flexibilisation énorme pour s'adapter à l'autre et créer chaque fois un couple thérapeutique singulier. Alors l'idée aussi c'était on s'était choisi, il y avait du désir, on avait même des règles de lecture, mais l'idée c'était aussi de faire du lien entre nous, de construire une équipe. Voilà. Donc certains étaient amis dans la vie, d'autres avaient travaillé dans le même service, d'autres avaient la même fonction, mais voilà, on essayé de construire des couples thérapeutiques. Voilà, donc ça a été le moyen de tisser des liens. Voilà. Alors, dans cette pratique, il y a des moments forts, des moments de grâce, bien sûr, où on a le sentiment que quelque chose de fort se vit dans le système thérapeutique et qui va constituer un vécu commun et contribuer donc à tisser des liens entre les thérapeutes. Ça nous permettait aussi d'accepter d'être des fois dans l'échec, entre guillemets, de se sentir impuissants ensemble. C'était extrêmement formateur.
Voilà, dans cette cothérapie égalitaire, ce qui nous est venu, c'est la métaphore du match de tennis en double, qui nous semble bien illustrer cette façon de concevoir ce dispositif. Donc les places se prennent un peu au ressenti, comme dans un match de tennis. Il y en a un qui va être celui qui prend la responsabilité de la thérapie, l'autre étant plus en position méta. Et dans ce match de tennis en double, les deux joueurs sont bien sûr sur le même terrain, mais pas au même niveau. Donc on n'est pas dans une position égalitaire non plus, puisqu'il y a des mouvements, mais qui ne sont pas décidés à l'avance. Donc pendant que l'un est au filet, l'autre est au fond du court, et alternativement ou pas, un peut venir en appui de la piste de l'autre en posant des questions, bien sûr en respectant la piste qui est prise par l'un ou par l'autre, et par celui qui mène la thérapie plutôt. Voilà, donc cette façon de travailler, qui est critiquée aussi, Michel en parlera, nous donnait une grande flexibilité, une grande créativité. Voilà, après une autre règle a émergé au fur et à mesure de nos expérimentations, la possibilité d'interrompre, de discuter, donc d'abord la possibilité de discuter en présence de la famille de nos ressentis, éventuellement de nos différences. Et ça me paraît toujours très riche, parce que ça permet d'offrir à la famille un exemple d'un mode d'échange particulier où deux thérapeutes s'ajustent l'un à l'autre, mais dans un respect mutuel, même lorsque les visions sont différentes ou voire opposées. Voilà, donc la diade des thérapeutes qui discutent en séance est une métaphore un peu vivante de comment on peut montrer qu'on peut être en relation dans deux univers complémentaires et comment ça peut coexister dans le respect et dans l'écoute. Après, une autre règle qu'on a mis en place au fur et à mesure, c'est la possibilité à tout moment pour chaque thérapeute de stopper la séance pour proposer à l'autre thérapeute une pause. Alors au début, ça mettait beaucoup en tension le couple thérapeutique, parce qu'elle peut ne pas faire tout de suite sens pour l'autre. Il y en a un qui veut arrêter, l'autre est en train de besogner, d'essayer de poser des questions, de suivre une piste. Et au début, c'était un peu compliqué. Voilà. Après, effectivement, ça peut être très riche, puisque bon, on fait une pause, on parle de ce qu'on peut ressentir, et on revient avec une autre façon de travailler. Après, on a décidé aussi de mettre une pause en fin de séance, donc après à peu près une heure d'entretien, on prenait un moment pour un débriefing, enfin on prend toujours un moment pour un débriefing pour travailler sur l'hypothèse qui est travaillée par un des deux membres du couple et nos ressentis et ce qu'a pu observer l'autre. L'objectif de cette pause est aussi de renvoyer à la famille une petite conclusion de nos échanges, un retour qu'on définit ensemble, et éventuellement de définir une tâche à accomplir pour la famille, et aussi de travailler avec eux l'idée d'une poursuite ou pas de la thérapie. Alors, quelquefois au début, elle n'avait pas lieu, parce que quand on était jeune thérapeute, on se laissait un peu aspirer par le système, et donc c'était aussi une bonne indication quand on ne la faisait pas, de se dire, bon, mais là on s'est laissé complètement déborder, embarquer, c'est intéressant de réfléchir à ça. Voilà, donc une autre règle aussi, comme on est deux, s'il y en a un qui est absent, ben, comment on fait? Donc du coup, quand il y en a un qui est malade ou qui ne peut pas venir ou qui est absent, on se téléphone et on décide ensemble de voir si on remet la séance à plus tard ou s'il y a urgence de recevoir seul, avec le risque que ça puisse envoyer le message que l'autre thérapeute n'est pas important, mais bon, nous on a essayé d'avoir une attitude pas rigide, avec aussi des contraintes d'agenda, puisque nous on est ouvert qu'un jour par semaine, donc c'est un peu compliqué, on essaie d'avoir des rendez-vous quand même assez rapprochés. Donc du coup, on le décide ensemble, et ça appartient au groupe thérapeutique de voir comment il est créatif par rapport à cette absence, et comment on va pouvoir après réintroduire ce qui s'est fait avec un thérapeute seul, quand les deux sont de nouveau ensemble. Voilà, bon, bien sûr, la cothérapie ne peut pas se penser sans la supervision, voilà, qui est soit mensuelle ou bimensuelle, selon si on fait une demi-journée ou une journée.
Donc effectivement, les résonances personnelles vont être abordées plus facilement en supervision, je pense, quand on est en cothérapie, parce que l'autre a été présent, et je pense que ça apporte une vraie richesse. Voilà. Bien sûr, on va travailler sur ce qui se passe entre les deux thérapeutes, en résonance avec ce qui se passe dans le système familial, donc on a nous, appris à travailler comme ça, donc c'est un peu notre modèle. Voilà. Avant de passer la parole à ma collègue, il y a un point très important, c'est, je pense à notre équipe, le plaisir à travailler ensemble est quelque chose de très important. D'ailleurs, la preuve, les thérapeutes, quand ils doivent partir, ils savent aussi quitter leur famille. Donc il y a quelque chose de fort qui se passe. Je pense que la cothérapie a entretenu ça aussi. Et on pense aussi que c'est un atout pour les familles, parce que ça a un effet contagieux quand on reçoit des gens, qu'on est bien ensemble, qu'on a du plaisir à travailler ensemble. C'est aussi, je pense, bien pour les familles, ils le ressentent. Voilà, donc on est, je pense, quand même très engagés, bien qu'on partage la responsabilité de la thérapie. Je pense que l'engagement, qui est quand même un levier important de changement, et je trouve moi très opérant dans cette façon de faire de la cothérapie, bien que ce ne soit pas forcément l'avis de tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas, non, je sais pas si je fais une aide clinique. Je pensais faire le génogramme avec Sabine, mais ça va faire trop. Il est 11h. Et on a jusqu'à quelle heure? 11h30? À 11h30, c'est la fin finale. Ouais, et puis il y a des questions peut-être. S'il y a des questions, alors, ça va faire court. Voilà, donc je ne ferai pas la vignette clinique que j'avais prévue parce que bon, ça va faire trop court. Voilà, c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, dans la cothérapie, la confiance, c'est l'ingrédient indispensable pour la créativité. Je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire au CITFA. Et pour dire aussi, pour terminer ma partie, que la cothérapie a été une grande source de croissance pour moi, tant sur le plan personnel et professionnel, parce que ça oblige à s'assouplir, à s'ajuster à l'autre, à apprendre le style de l'autre, à apprendre. Voilà. Je pense que c'est extrêmement riche et que j'imagine pas du coup travailler seul. Bon, ça nous arrive quelquefois de travailler seul, voilà. Mais bon, en général, on essaie de travailler en cothérapie. Donc Michel va vous parler de l'intérêt de la cothérapie. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut appuyer. Alors, elle a fait une bonne transition, ma collègue, puisqu'elle a donc parlé effectivement de l'intérêt de la cothérapie pour elle. Alors moi, vous avez au tableau donc un peu le plan de ce que je vais pouvoir vous présenter. Donc premier point, donc, pour ce qui est de l'intérêt de la cothérapie, ça nous donne à voir un fonctionnement relationnel. Alors Edith Goldbetter a écrit « Discuter en présence des familles et leur offrir un exemple d'un mode d'échange particulier où le souci de respecter l'autre, même dans les oppositions, reste constant. » Voilà. Donc, comme le disait Chantal tout à l'heure, effectivement, les thérapeutes ou les cothérapeutes disposent d'un temps d'échange à la pause. Donc, c'est les moments où on fait ce temps d'échange, je dirais, en étant très frais dans ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Enfin, comment les perceptions des uns et des autres peuvent être confrontées. Et donc, ce temps d'échange, bien entendu, va nous permettre de montrer, si vous voulez, la capacité que l'on a de partager avec le cothérapeute ce qui se vit ou ce que l'on vit, permettre de montrer notre capacité à travailler ensemble malgré des perceptions et des lectures qui peuvent être différentes, et montrer aussi la façon dont nous pouvons parler ensemble de nos différences de perception. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait donc hors séance, mais qui forcément se sent. Alors, client, patient, personne, je ne sais plus quel terme je dois employer, mais voilà, ce que les personnes ressentent. Mais on peut aussi le faire en cours de séance. C'est-à-dire que parfois, alors je peux parler de moi parce que c'est mon expérience, mais je crois qu'elle est partagée par mes collègues, il peut être aussi opérationnel d'interpeller son collègue et dans l'échange que l'on a à ce moment-là, aussi envoyer des messages sur ce qui se passe pendant la séance. C'est aussi une façon de réfléchir tout haut. Voilà, donc il y a des jeux aussi qui peuvent se créer autour de ça.
et qui sont, je crois, révélateurs de la façon dont des individus peuvent relationner, donc, et qui peuvent servir d'exemple à ceux que nous rencontrons. Voilà. Donc, pour ce qui est de donner à voir un fonctionnement relationnel. Donc, c'est en direct, voilà, pour les personnes. Ensuite, il y a écrit donc alliance pluridirectionnelle et alliance croisée. Alors, j'ai traité ce chapitre en an, hein, et j'ai fait le choix d'un cas clinique, de partir d'un cas clinique. Enfin, nous avons fait le choix de partir, parce que nous avons travaillé ensemble ce chapitre. Donc, à partir d'un cas clinique pour illustrer notre propos. Donc, il s'agit donc d'un monsieur qui contacte le CIDFA en disant que, suite au problème de santé de sa fille, âgée de 13 ans, qui a dû aller aux urgences à l'hôpital parce qu'elle avait des vertiges, un vertige suivi d'un malaise. Donc, le médecin généraliste de la famille, que le père et la mère qui ne vivent pas ensemble, hein, qui n'ont d'ailleurs jamais vécu ensemble, accordent l'un et l'autre crédit, donc ça leur a conseillé de venir au CIDFA, donc parce que l'un et l'autre s'interrogent quand même sur ces vertiges à répétition, et puis ils sont en train de s'aggraver, qui sont de plus en plus fréquents, avec des malaises qui suivent, etc. Donc il se trouve que cette situation, je l'ai reçue avec mon collègue Xavier, et très rapidement, bon, alors je ne vais pas trop développer la situation, mais plutôt de ce que l'un et l'autre nous avons pu vivre, sachant que je vais plutôt parler de ma part à moi, de ce que j'ai pu vivre, ma première perception de cette situation. J'ai reçu, au départ, j'ai perçu une maman qui était très très fusionnelle avec sa fille, qui ne veut pas lui imposer de contraintes. Alors j'ai un petit exemple pour illustrer ce que je dis là. Un jour, elle vient un mardi matin au CIDFA, il y a un pigeon mourant devant la porte en bas sur le trottoir, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus... voilà, c'est vraiment quelque chose de pas très agréable à voir. Et puis la séance commence, il se trouve que Xavier n'était pas là ce jour-là. Hein, il n'avait pas pu participer à la séance. Et donc, manifestement, la question du pigeon vient envahir la séance, et ce pauvre pigeon en bas qui est tellement malheureux et tout. Il faut savoir que la maman a fait 2 heures de route pour venir, hein, quand même. Ils n'habitent pas à la porte à côté, quoi. Donc moi je me dis bon, peut-être qu'on va peut-être parler, on n'est peut-être pas là à cause de ça, mais la maman rentre complètement dans le jeu de sa fille en disant mais effectivement il n'y a pas quelqu'un ici qui peut soigner le pigeon et on ne peut pas laisser ce pigeon comme ça. Bon, moi j'ai 1 heure de temps avec eux, hein, 1 heure de temps, ils ont fait 2 heures de route et on parle du pigeon, quoi. Et la maman qui effectivement est très préoccupée aussi du devenir du pigeon. Donc j'arrive à peu près à évacuer le problème en disant écoutez, mais justement il y a des infirmiers là, dans le service un peu plus loin, moi vous savez côté médical c'est pas du tout ma partie, voilà, j'essaie de botter en touche, hein, comme on dit, et puis d'évacuer la question du pigeon. J'y arrive d'un moment, mais en fin de séance, bien entendu, la question du pigeon ressort. Mais voilà, après, puis je vous passe, c'était midi, donc j'arrive à me débarrasser d'elle un peu par rapport à la question du pigeon, et je sors, et il y avait la maman et la fille sur les marches, donc en bas de là où nous travaillons, et qui attendaient pour voir s'il y avait quelqu'un qui pourrait quand même s'occuper du pigeon, quoi. Mais la mère et la fille étant complètement dans la même préoccupation. Voilà, donc ce petit exemple pour illustrer voilà, ma perception quand même d'une maman et d'une fille excessivement fusionnelle. Donc ça c'est ma perception. Ma perception aussi est que cette maman n'est pas prête à laisser la place au père. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, de fait, voilà, on sent que c'est elle qui s'occupe de sa fille. Voilà. Monsieur, de son côté, revendique cette place. Hein, il exprime des attentes autour du souhait d'une organisation un petit peu structurée sur les modes d'accueil, les temps de garde de sa fille, puisque bon, ils habitent quand même assez loin l'un de l'autre maintenant, parce que la maman est partie habiter dans l'Hérault. Donc, lui, moi, je le trouve assez, oui, honnêtement, je comprends bien ce qu'il dit, quoi. Enfin, il a envie de voir sa fille, il a envie que ce soit organisé, il en a marre que ce soit toujours à l'improviste au dernier moment, sans savoir ni quand ni comment, et puis que même s'il y a quelque chose d'organisé, au dernier moment, ça peut être annulé parce que la fille, elle a quelque chose de plus intéressant à faire, qu'il y a une copine, qu'il y a machin ou quoi. Donc, je suis assez, effectivement, en sympathie, on dira, ou assez proche de ce monsieur, hein. Et donc d'autant plus qu'il exprime des... Alors, c'est ma perception que je vous présente là, on est bien d'accord, hein. Xavier vous parlera peut-être de la sienne.
Bon, en plus, il y a beaucoup d'absentéisme scolaire de cette jeune fille, donc lui s'inquiète aussi du fait que quand même il y a beaucoup d'absences scolaires et que c'est quand même un problème. Cerise sur le gâteau, quand il est en train de se plaindre des problématiques d'absence scolaire, là on est à l'automne à peu près, la maman nous annonce que elle va partir au Vietnam au mois de décembre avec sa fille, faire un voyage, parce que les voyages c'est hyper intéressant, aller au Vietnam toutes les deux, c'est certainement tout aussi intéressant que d'aller à l'école, voire plus intéressant. Voilà. Donc voilà ma perception de la situation. Je pense que monsieur, il a peut-être quelques raisons d'avoir des cheveux de temps en temps qui se restent sur la tête. Voilà. Donc la perception de Xavier, si j'ai bien compris, tu en parleras tout à l'heure de la tienne. Voilà, donc tu parleras de sa perception tout à l'heure, vous aurez la suite après. Donc nous avons eu des perceptions différentes au départ, qui n'étaient pas antinomiques, je précise quand même, il n'y en avait pas, mais effectivement, moi j'ai été un peu aspirée, on va dire plutôt, par le papa. Donc, on a pu échanger, sur comment je sentais, comment je percevais les choses, comment lui les percevait, et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que ça a vraiment considérablement, cet échange que nous avons eu ensemble, a énormément enrichi la lecture qu'on pouvait avoir du fonctionnement qu'ils avaient construit ensemble. Un fonctionnement s'était construit, et d'échanger tous les deux sur comment ça fonctionnait entre eux, nous permettait de se dégager de c'est elle qui a raison, c'est lui qui a raison, quoi. On est sorti de ça et on a pu se dire qu'est-ce qui s'est construit là, quoi. Voilà. Donc là vraiment, c'est l'acothérapie qui a vraiment permis, faciliter énormément ce passage, ce processus. Donc, suite au travail effectué, donc qui n'est pas terminé à ce jour, on est loin d'avoir terminé, donc monsieur revendique toujours de pouvoir prendre sa place, mais a pu entendre que les conditions ne seraient pas forcément celles qu'il imaginait. Par exemple, lui avait un peu en arrière-pensée l'idée que sa fille pourrait venir au lycée près de chez lui, ce qui l'arrangeait pour plusieurs raisons, entre autres des raisons financières, il semble-t-il. Son accès à la dimension émotionnelle que Madame revendique reste toutefois encore très limité. Elle ne se sent toujours pas reconnue dans sa souffrance par rapport à leur histoire, aux conditions de naissance de leur fille et aux différences de leurs conditions de vie. On a une maman qui vit comme une certaine précarité matérielle, alors qu'on a un monsieur qui, lui, est notable, c'est peut-être un peu un grand mot, mais qui, en tout cas, dans la commune où il vit, a été un professionnel reconnu, avec une femme qui, quand même, a une certaine notoriété, qui écrit des livres, et donc ils ont un niveau de vie qui n'est pas celui de la maman, c'est clair. Donc les écarts de niveau de vie, on a encore des choses à travailler, là, et à voir avec eux. Donc, des alliances très distinctes étaient apparues, chaque thérapeute étant happé en priorité par l'un des deux membres du couple. Vous avez bien compris ce que je viens de vous présenter. Les thérapeutes ont alors vécu en miroir la problématique à laquelle ils étaient confrontés. Le fait de travailler en cothérapie a permis d'enrichir la première perception que chacun avait ressentie et a permis d'élaborer une position plus riche et plus complexe qui a permis de travailler de façon bidirectionnelle dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la question des alliances. Alors là, je fais un peu transition avec le point suivant, qui est l'analyse de ce qui se passe entre les thérapeutes, met en évidence une règle du système. Quand je vous dis ce qui s'est passé entre nous a peut-être eu à voir avec ce qui se passait entre eux. Voilà. Et ça, c'est un point, mais vraiment, c'est pour moi la grande richesse de l'écothérapie. C'est comment ce qui se passe entre nous nous informe de ce qui se passe entre les personnes que nous recevons. Les thérapeutes sont alors amenés à partager un vécu qui va les informer sur le fonctionnement du système avec lequel ils travaillent. Ce qu'il se passe entre nous a à voir avec ce qu'il se passe dans le système familial ou dans le couple. Voilà. Alors après, il y a différents sentiments qui peuvent émerger, qui sont, dans ce cas-là, on a bien vu comment on reconstruisait le même système relationnel. Pas trop fort quand même, on ne s'est pas trop bagarré, c'est resté tout à fait cordial. Mais bon, il y avait quand même des vécus, il y avait des vécus qui étaient là. On peut avoir des fois aussi, alors ça c'est beaucoup moins confortable, on peut avoir des sentiments de disqualification aussi. Par exemple, je travaille avec un collègue, une collègue, et puis mais vraiment je me sens, ou il se sent vraiment très disqualifié.
Alors, je pense alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas des fois qu'on n'a pas des pensées qui nous traversent, hein, mais je pense qu'on essaie d'être très vigilant hein, sur le respect mutuel, sur comment je te fais confiance. Bah, tu es différent de moi, mais je pense que ta façon de travailler, même si elle n'est pas la mienne et si elle n'est pas forcément celle vers laquelle j'irai spontanément, et ben ouais, bah, tiens quand même, j'y avais pas pensé quoi. Hein, moi j'aurais pas fait ça, mais j'y avais pas pensé. Et on est plutôt on essaye tout au moins d'avoir des postures plutôt d'ouverture. Hein. Mais malgré ce contexte que l'on essaie de rendre plutôt créatif, comme me disait Chantal, elle parlait de créativité, parce que c'est ça qui laisse aussi émerger la créativité. Il faut être confortable hein, pour être créatif. Hein. Si on n'est pas confortable, on ne peut pas l'être. Et ben, des fois, il y a des sentiments de disqualification. Vous voyez, vous êtes là, et puis qu'est-ce qu'il est nul, ou qu'est-ce qu'elle est nulle, ou qu'est-ce que je me sens nulle, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez, là, maintenant, avec quelques années de pratique en cothérapie, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui émerge là? Peut-être que ce sentiment de disqualification, il a à voir avec ce que vit un membre du couple ou de la famille que nous rencontrons. Vous voyez? Donc ça devient une source d'information. Ce que nous vivons devient une source d'information pour le travail que nous pouvons faire. Hein? Voilà. Il reste un quart d'heure. Ouh, il faut aller plus vite. Bon, et ensuite, bon, aide à mieux gérer l'émotionnel, vous pouvez le comprendre dans les deux sens, c'est-à-dire ben, effectivement, quand il se passe en séance pas des choses très très fortes, ben, d'être à deux, c'est pas mal, hein, on est là, on est deux à accompagner. Quand c'est soi-même qui sommes très peut-être secoués, ben, c'est vrai que d'être à deux aussi aide à garder un cadre de travail, enfin c'est vraiment un soutien d'être à deux à ce moment-là. Voilà. Maintenant, je voudrais la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Hein. Donc, l'acothérapie nous amène à nous exposer dans nos différences, donc, et nécessite une confiance entre les thérapeutes basée sur la bienveillance, comme je venais de le dire. Dans notre expérience, le travail en cothérapie a permis de renforcer la dynamique d'équipe. La connaissance que nous pouvons avoir les uns des autres a fortement été enrichie par ce partage impliquant, parfois déstabilisant, et qui nous a amenés à une meilleure connaissance les uns des autres. Hein, vous pouvez imaginer que, bon, vu ce qu'on vit ensemble, on va un peu loin des fois dans ce qu'on peut partager, vivre et échanger. Cela n'a pas exclu pour autant des périodes plus mouvementées, comme je le disais, c'est pas toujours tout beau, tout rose, hein, et dans des périodes des fois un peu plus difficiles, mais on a eu à ce moment-là un nécessaire travail de supervision qui est venu enrichir les conditions du travail en équipe. Voilà. Donc, et comme me disait ma collègue tout à l'heure, un des grands intérêts aussi de la cothérapie, c'est comment au niveau de l'équipe, ça va permettre de construire et solidifier le fonctionnement de cette équipe. Hein. Bon, alors les formations de base différentes, donc des industries, comme disait Chantal, nous avons, pareil aussi, on a des formations de base différentes. Bien entendu, que ça vous pouvez imaginer la richesse que ça amène. Hein. Celui qui est psycho, celui qui est infirmier, celui qui est travailleur social, enfin voilà, on a des grilles de lecture. Bon, je ne vais pas m'étendre, j'avais une situation un peu à présenter, que j'avais vécue avec Sabine, justement, qui est infirmière et qui m'a vraiment moi je vous le dis quand même en 2 mots, parce que c'était vraiment intéressant ce qu'on a vécu. On fait une séance toutes les deux, et puis bon, Sabine, je la connais, comment elle bosse, puis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de trafiquer? Elle parle de choses et d'autres, enfin la séance, puis bon, quand il y en a un qui va, je la connais, je fais confiance, je reste derrière, hein, je la laisse faire, je comprends pas trop, et puis on sort des séances, je lui dis, mais Sabine, j'ai rien compris, là, qu'est-ce que tu trafiques? Et elle me dit, mais attends, mais cette femme, elle va super mal, elle peut pas y aller, là, elle peut pas travailler. Vous voyez? Elle, de par sa pratique d'infirmière, elle avait tout de suite percuté, effectivement, que cette maman allait très très mal, et qu'effectivement, 2 jours après, elle est hospitalisée. Hein, c'était vraiment tout à fait justifié, sa perception. Voilà. Et moi, je pense que je n'aurais pas eu le réflexe qu'elle a eu, de dire, effectivement, cette maman, là, on touche à rien. Voilà, elle n'est pas en état de travailler. Voilà. Un exemple de richesse. Hein. Après, bon, une autre collègue me disait, moi, je viens du travail social. Ben ouais, c'est vrai que tout ce qui est institution, aide sociale à l'enfance, juge des enfants, JAF, je travaille chez les enquêtes JAF, tout ça, c'est vrai que je suis relativement confortable avec tous ces cibles et toutes ces institutions et fonctionnements. Donc, effectivement, cette collègue me disait, quand je suis avec toi, que je sais qu'il y a une problématique, que c'est une situation envoyée par un CMS ou quoi, bien sûr que je sais que tu sais de quoi il parle, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, ça c'est la richesse de nos différentes formations de base. Donc c'est aussi un plus. Voilà. Ensuite, point suivant, 2 visions du monde valent mieux qu'une. Alors donc en référence à Moniel Caïm, ce que nous voyons à avoir avec ce que nous sommes, bien entendu. Hein.
Donc l'autoréférence n'est pas un handicap en thérapie familiale. Nous travaillons à partir de ce que nous voyons et entendons dans une situation. Nous ne sommes pas dans le domaine de la vérité. La vision du monde de chaque thérapeute est une richesse, à condition de pouvoir travailler sur nos résonances personnelles en supervision. Voilà. Bon, je ne développe pas plus parce que j'ai mon collègue, je ne vais pas lui prendre son temps. Donc, le cothérapeute représente une aide et un soutien quand une résonance devient envahissante pour l'un des deux. Là, pareil, bon, j'avais un exemple, mais je ne vous raconterai pas. Sortir de la causalité linéaire aide à la lecture circulaire. Hein. Donc, dans les couples, mettons, chacun pense que la clé du problème, le grand classique, hein, chacun pense que la clé du problème est chez l'autre et que c'est donc à l'autre de changer. Hein. Donc la situation est vite bloquée si on se fait happer par ce système. Donc, le regard croisé des deux thérapeutes permet l'émergence d'autres lectures de la situation, en particulier de s'intéresser plus aux interactions du couple et comment chacun alimente le fonctionnement, voire dysfonctionnement qui a été mis en place. Voilà. Et un dernier point que j'ai rajouté, qui rejoint aussi ce qu'a dit Chantal, c'est que cette façon de travailler a été très très formatrice pour moi. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup appris de mes collègues, parce qu'il y a les formations théoriques, il y a les formations de base, mais il y a aussi ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est en le vivant et en le partageant avec l'autre qu'on apprend de lui. Et là, ça a été une très très belle leçon pour moi. Voilà, je vous remercie. Donc, ouais. Bonjour, alors moi je suis en charge des écueils. L'idée c'est qu'on essaie de défendre à la fois la cothérapie mais aussi notre forme de cothérapie, c'est-à-dire l'idée que c'est horizontal, donc l'histoire du match de tennis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui mène, l'autre qui mène pas, etc. Il n'y a pas de place définie mais que c'est changeant. Donc évidemment qu'il y a des critiques possibles à ça, il y en a qui sont théorisées par des théoriciens reconnus, puis nous on peut anticiper quelques difficultés auxquelles on peut être confronté. Alors ça pourrait être honnête intellectuellement de dire voilà il y a des écueils, bon sauf que c'est nous qui définissons les écueils en vous les présentant et qu'on a évidemment les contre-arguments puisque l'idée c'est qu'on trouve que c'est un modèle riche. Je vais aller vite parce que du coup on est déjà presque au bout. Il y a évidemment le plan pratique, être deux ça coûte plus cher, l'agenda c'est plus compliqué à gérer, etc. Voilà, les aspects financiers, ressources humaines. Et je vais revenir plus sur les éléments qui ont été théorisés sur la critique à la fois de la cothérapie en général et de notre forme de cothérapie qui est donc plus ou moins horizontale. Il y a les aspects de rivalité et de disqualification qui ont déjà été abordés par mes collègues. Le fait que c'est horizontal peut amener à ce qu'on soit tenté à re-hiérarchiser et donc à ce qu'il y ait une sorte de lutte rivale. Et puis évidemment on arrive avec nos grilles de lecture, qui sont des assemblages, nos vécus, nos résonances, etc. Donc on n'a pas la même lecture, et il peut y avoir une tentation de faire passer sa propre hypothèse avant celle de l'autre, ou de récupérer la piste qu'on avait amenée au départ, et donc ça, évidemment qu'il peut y avoir des éléments de rivalité. L'idée que notre relation, qui est aussi liée à nos résonances, la relation qu'on a avec chaque cothérapeute, joue aussi, et donc là aussi, rivalité, disqualification possible. Bon, on avait effectivement une situation où on avait, ce que disait Michel, un isomorphisme assez fort dans lequel on avait chacun notre hypothèse qui défendait spontanément, entre guillemets bien sûr, l'un des patients. C'est aussi dû à nos grilles de lecture, à nos résonances, etc. Moi, je voudrais insister sur le fait que, évidemment, que l'idée il y a un des patients qui a raison et l'autre qui aurait tort, etc., évidemment, est une mauvaise grille de lecture, c'est pas la nôtre, évidemment, mais on a des réactions spontanées, et si on peut les utiliser comme outil, et bien, à ce moment-là, on s'en sert, quoi. Toujours pour aller vite, un autre des arguments qui pourrait être contre la cothérapie, là plus la cothérapie en général que la forme qu'on a développée nous, c'est l'idée que les hypothèses pourraient s'entremêler et que ça pourrait créer une confusion. C'est-à-dire que si on a plusieurs hypothèses en même temps, dans l'idée où, alors éventuellement où on lutte en plus, donc ça pourrait faire un truc de coq à l'âne, de j'essaie de recentrer sur la mienne, mais en plus, tout simplement si on travaille différentes choses en même temps, puisqu'on n'a pas les mêmes visions, on peut imaginer que ça fait de la confusion pour les patients, et puis une thérapie qui est moins cohérente et moins efficace. Sur cette question de la confusion, l'entremêlement, hier, Madame Ducommun-Nagy parlait d'études qui montraient ce qui était opérant dans une thérapie. Donc il y a l'idée que c'est la relation avec le thérapeute. Elle levait 3 points. Elle disait l'espoir, la présence, la cohérence.
Bon, je pense que sur l'espoir, un peu l'effet Pygmalion qu'il pourrait y avoir à croire à ce que le patient puisse aller mieux, la présence qui pourrait être une sorte de réparation, de lien d'attachement, etc. Là, la cothérapie n'a pas d'effet particulier, pas plus, pas moins. Bon, c'est sur la cohérence qu'on pourrait nous objecter que, bah oui, effectivement, si les hypothèses s'entremêlent, si elles sont en lutte, on n'a plus une grille de lecture cohérente qui est opératoire. C'est-à-dire l'idée qu'on a construit avec le patient à la fois une étiologie et un plan thérapeutique. Le simple fait que ça soit cohérent, c'est-à-dire qu'on le partage avec le patient et que ce soit une lecture univoque, est opérant. Donc on pourrait nous objecter ça. Moi je rejoins mes collègues pour dire qu'à titre personnel, je trouve que bien loin d'attaquer la cohérence, ça affine les hypothèses. Si on prend en compte ce que disaient déjà mes collègues, c'est-à-dire qu'on prend en compte à la fois nos propres lectures, résonance, contre-transfert, on les appelle comme on veut, et le niveau d'au-dessus, qui est le niveau d'isomorphisme de qu'est-ce qui se passe dans la relation. À ce moment-là, il me semble qu'on arrive plutôt à quelque chose qui est plus fin que quelque chose qui est incohérent. Mais bon, évidemment, c'est des arguments qui sont les nôtres. Un des autres arguments qui pourrait s'opposer à la cothérapie, et notamment à celle qu'on développe nous, du coup sans hiérarchie, c'est la dissolution de la responsabilité. Il y aurait l'idée que, alors nous ce qu'on peut vivre déjà, c'est quand la situation est compliquée ou qu'elle est floue ou qu'on anticipe un échec, il peut se créer un truc de finalement personne n'y va. Puisque personne n'est en charge, eh on va tous être un peu en retrait, enfin tous les deux thérapeutes être un peu en retrait, et que ça pourrait amener une sorte de tiédeur de la thérapie. Tiédeur, c'est aussi l'argument de Neuburger dont il a déjà été question, c'est-à-dire que l'idée qu'il développe, c'est qu'il y a un risque que la protection de la relation entre cothérapeutes passe devant l'intérêt des patients, et que donc pour éviter du conflit entre nous, puisque notre relation entre nous est plus importante que celle qu'on a aux patients, on pourrait arriver à une forme de négociation qui arriverait à une tiédeur des hypothèses et donc une thérapie tiède. La question qui se pose au final, c'est on a développé les intérêts, on développe les écueils, c'est voilà, qu'est-ce qu'on en pense au final? Est-ce que c'est effectivement un dispositif contraphobique? C'est un argument qui peut être aussi donné, c'est-à-dire finalement on a tellement la trouille d'y aller tout seul que à deux c'est plus sécurisant. L'historique montre qu'un peu, c'est-à-dire qu'effectivement il y a aussi ça qui a joué sur la cothérapie. Notre expérience est que oui, sans doute c'est contraphobique, mais pas que, et que c'est aussi utile. Est-ce que ça serait l'idée qu'on ne serait pas assez compétent aussi? Il y a des thérapeutes qui disent finalement cette position d'alliance multidirectionnelle on doit pouvoir l'avoir seul, et un thérapeute doit savoir faire ça. Moi je veux bien prendre à mon compte que je manque de talent et que peut-être je ne suis pas assez compétent pour le gérer seul. Je trouve, pour avoir aussi des moments de thérapie seul, que c'est plus facile, plus efficient et plus efficace. À mon sens, ça permet d'appréhender la complexité, c'est-à-dire de moins se laisser embarquer par les résonances personnelles. Notre idée, c'est ça. Enfin, moi, comme je le dirais, c'est que la partialité multidirectionnelle, c'est un idéal que, évidemment, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas, en tout cas. C'est-à-dire qu'évidemment, que je suis embarqué dans les histoires des patients, dans des rivalités avec mes cothérapeutes, etc. Mais que si on prend en compte ces différents niveaux, et notamment avec la supervision, on arrive à quelque chose qui est un nuancement des hypothèses. Voilà. Oui, il y a l'idée aussi que les échanges dont parlaient mes collègues, c'est-à-dire à la fois ce qui peut se faire en direct en séance et au niveau de la pause, nous amènent à énoncer nos hypothèses, ce qu'on fait peu seul. Et le vécu qu'on peut en avoir, c'est que le fait d'avoir à l'énoncer la clarifie, l'hypothèse. L'idée de ce qu'on soit bien s'énonce clairement. On est obligé, en la formulant, de la clarifier. Donc il y a un intérêt qui est là. Il y a un intérêt aussi de différenciation. C'est-à-dire que oui, je suis obligé de porter mon hypothèse face à l'autre tout en restant en lien avec lui. Donc ça joue sur notre croissance à nous et ça joue, à mon avis, sur le travail qu'on a sur les patients. J'imagine qu'il faut que je conclue. La théorisation qu'on fait là est une fiction, comme on est dans des notions constructivistes, donc effectivement que c'est une fiction, mais qu'elle nous semble opérante.
elle s'articule avec l'histoire du CITFA, ce que vous a raconté Chantal, c'est-à-dire que oui, nos modèles opérants sont bien liés à l'histoire du CITFA, et puis après ils ont vécu par eux-mêmes, et puis on les utilise et aujourd'hui on les défend. Ça s'articule aussi avec le mythe fondateur, qui est lui aussi opérant, c'est ce que Chantal raconte, c'est-à-dire qu'au moment où ça se crée, il y a la notion un peu communautaire, d'horizontalité, etc. Ça existe un peu toujours dans l'équipe, avec l'idée que, alors moi je me dis, les communautés se sont pas mal cassées la gueule parce qu'elles n'ont pas pris en compte les enjeux justement de rivalité et de pouvoir, et que là le dispositif nous permet de les travailler, de les exposer, d'être supervisés là-dessus. Donc il en reste quelque chose, même si ça a pris des coups, puisque on n'est pas dans la même société non plus, etc. Et ça joue probablement effectivement, comme le disaient mes collègues, sur notre plaisir à travailler, et on pense que ça aussi c'est opérant. Donc voilà, l'idée c'est que c'est un modèle, le modèle de cothérapie horizontale qu'on utilise. Effectivement il est lié à l'histoire, effectivement il pourrait être critiqué par certains points, mais il est notre fiction à nous, il est opérant pour nous et on y trouve des avantages. Voilà, moi j'étais censé remercier Françoise aussi pour le PowerPoint, donc je le fais. Merci à Françoise. Et elle n'est plus là, d'accord, mais on la remerciera plus tard. Voilà, je suis désolé, je suis allé un peu vite parce que voilà, c'est le temps qu'on avait. Mais du coup, ça nous laisse le temps éventuellement de discuter avec vous sur... Très rapidement. Quelques questions. Oui, le CITFA reçoit des couples ou des familles qui peuvent venir de tous horizons. Donc, il peut arriver que dans les couples ou les familles qui sont reçues, l'une des personnes soit hospitalisée dans une des unités de l'institution. Ce n'est pas du tout la majorité, mais ça peut. Mais on est quand même au sein d'une association qui fait du soin. C'est-à-dire on est un centre intersectoriel relié à une association qui est psychiatrie et médico-sociale. Dans un appartement. Mais effectivement, comme dit Michel, dans un appartement en ville, c'est-à-dire décalé, on n'est pas en CMP, on n'est pas... Et on pense que ça a un effet et on tient à ça. Une autre question ? Oui, je voulais rajouter qu'aussi des patients peuvent être suivis en ambulatoire. C'est-à-dire un des membres de la famille est suivi par exemple dans un CMP. Et donc du coup il peut venir au CITFA avec sa famille. C'est pas une hospitalisation, mais bon. Moi je voudrais vous remercier parce que nous sommes des jumeaux, l'association et le CITFA. Je suis très émue. Merci. Je m'avais menacée. Je vais vous dire, Josette, je vais vous raconter. On se connaît trop bien. Je suis triste et très émue parce que vous êtes passé d'un système. Vous êtes, je ne vais pas dire d'où vous êtes passé, mais vous êtes un système fraternel avec des rivalités, des soutiens. L'association Amour, on était dans la merde il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un couple qui s'est défait et c'était pseudo-fratrie. Je ne vais pas trop ensemble avec ses frères et sœurs. Mais il y a eu un couple qui s'est défait et ça fait la catastrophe dont on est en train d'un petit peu sauver. Mais cette idéologie, on n'a pas de on est payé tous de la même façon. On ne fait pas payer les gens qui n'ont pas d'argent. Vous avez la chance de ne pas faire payer les gens. Mais nous, on est l'association qui ne fait pas ça. On essaye d'être le plus binôme et on discute devant les gens. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, c'est la discussion, on se modélise. C'est ça. On discute. Ça, c'est très riche. Vous n'êtes pas obligé de nous dire, vous avez parlé, mais nous, on va vous dire. On est un métier. Et cette liberté que vous avez, que nous avons, vous avez tout dit. Je trouve dommage que ce ne soit pas l'auditorium là-bas pour expliquer à tout le monde. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis très contente. Michel. Merci Josette. Parce que j'avais peur de Josette. Parce que Josette, quand ça va bien avec elle, c'est génial. Et quand elle a autre chose à vous dire, boum, là vous prenez le coup. Il y a quand même une chose, c'est qu'on est passé par des choses très difficiles pour continuer dans cette idéologie folle. C'est qu'on est vraiment dans le co-travail. Oui, c'est vrai. Et merci aussi à Hamon qui nous a beaucoup soutenus, qui nous permet souvent de faire des colloques. Enfin, on a aussi besoin d'Hamon. Nous, on est vraiment dans des échanges. C'est nos grands frères. Voilà. Oui, non, mais je ne sais pas si on est grands frères. Je pense Si, au début, oui. on a appris les uns les autres on a besoin des uns de des façon autres. Voilà. horizontale. Avec des... Nous, on est passé dans les cailloux. C'est la vie. On a failli fermer.
Une dernière question, un dernier commentaire, vu que l'heure tourne. Moi, je remercie mes collègues qui ont eu le courage de se mettre devant de la scène. Voilà, je vous remercie.